Qu'est-ce que tu veux poser? Oui, les castors. Pourquoi ça s'appelle les castors? Tu le sais, tu m'as fait parler là, tu le Mais sais. oui, mais les autres, ils le mais faut savent que tu pas. le dises, toi. Les gens qui vont voir le film, ils le savent pas. Et vous le savez pas, vous? Mais non, les gens Si, qui vont mais voir Ah. le film. Allez. Ah, le film, d'accord. faut que Ah, vous dis-le. le disiez. Mais tu l'as pas dit ici, là, qu'est-ce que tu as... Non, Elle t'a pas Allez, dit en des absences, ni même, personne nous a dit. Il y a ni que même vous. Geneviève, là? Il y a que vous. Il n'y a que toi. T'as Alors, Lambert allez-y. non plus? Non, personne n'a rien dit. Ah, c'est vrai. Alors, Tu sais ce qu'il c'est, que c'est quand même un castor, une bête, Oui. non? Oui, je sais ce que c'est qu'un castor. Bon, ils ont des grandes pattes, une large queue, aussi pas qui est comme ça. Et ils construisent leur petite cabane tout seul. Mhm. Je tousse, toi tu m'as fait tousser, dis donc. un petit C'est coup. allergique au poil de castor. Bois ton eau, là. Et donc c'est ces petites bêtes qui construisent leur maison tout seul. Mhm. C'est ce qu'on a C'est fait. ça qui avait trouvé le nom à donner. C'est Lucien, non? Je sais rien. Je sais pas d'où c'est venu. Enfin, nous, on a toujours dit on va au castor. Et puis bon, bah, après, la première fois que je suis venue, bah, je connaissais pas mal de femmes quand même, parce que j'avais connu dans l'équipe, et puis les souliers que j'avais connus en 41, alors... Et ils sont venus par vous, les souliers? C'est vous? Non, ils sont, malgré... C'est drôle, hein, non, ils sont venus parler d'absence. Mhm. Ouais. Alors que, je sais pas moi, Paulette, je travaillais avec elle, et son mari et le mien ont été prisonniers ensemble, donc on avait vraiment des liens d'amitié terribles. Hein. Et le jour où nos amis Perrault, chez qui vous êtes allés, là, mon mari avait été en Allemagne avec son mari, moi j'avais travaillé avec la femme, et c'est eux qui nous ont dit, il y a des castors qui nous ont expliqué ce qui se passait à Montreuil. Est-ce que ça vous intéresse? Alors on a tout de suite sauté dessus, parce qu'on s'est dit c'est le moyen de sortir d'où on est, et de trouver quelque chose, donc on s'est inscrit pour qu'on soit les castors. Et alors, c'est les souliers par Geneviève Perrault, Geneviève et Victor, son mari, qui étaient engagés dans les castors, qui en ont parlé à Paul et Paulette. Paul et Paulette nous en ont parlé. Et nous, on a parlé à Thérèse et Émile. Voilà, c'est comme ça que ça, comme on dit, ça fait boule de neige. Et on a entendu que des amis nous ont parlé d'un groupe de castors à Montreuil. Voilà, un groupe de gens qui, comme nous, des jeunes mariés, pareil, qui cherchaient aussi des logements. Donc, on est papier est venu voir. Et puis on a décidé, après, on a expliqué comment ça se passait. C'était en 49. Là. Et puis donc, on a accepté, papy s'est inscrit. Avant même la constitution, la mise en route du chantier, on n'était que 5 ou 6. Et après, ça s'est élargi, d'une part parce que la coopérative de production qu'on avait appelée Rochebrune avait déjà quelques contacts, ça élargissait les choses. Le groupe de l'abbé de Pierre aussi. Et nous avions un ami qui était journaliste, un vieux monsieur quoi, mais sympathique, qui avait fait passer un appel sur une radio. Et le lendemain, ça défilait chez moi pour venir s'inscrire. Parce que tout le monde était plus ou moins engagé. Oui. Il y en a beaucoup qui faisaient du syndicalisme, de la coopération. Enfin, il y avait beaucoup c'était très développé à l'époque. Puis d'avoir tous le but commun, ça a ajouté Et quand parce même que aussi. ça s'était développé, parce qu'on a vu l'épreuve, la grosse épreuve de la guerre, qui nous avait rendus solidaires, dans les bons et les mauvais moments. Voilà. Et tout le monde, il n'y avait pas de distinction entre, comme maintenant, actuellement, entre l'époque, où il y avait cette coupure entre ceux qui étaient avec ces idéologies
où chacun veut accaparer l'autre. Non. On se respectait et chacun travaillait, ceux qui croyaient au ciel ou ceux qui ne croyaient pas, on fraternisait. Voilà. C'est le mot fraternité qu'il faut employer. On peut commencer par pourquoi. Pourquoi les castors? Donc il faut rappeler qu'à cette période-là, il y avait des manques de logements considérables. Il y a eu la guerre qui avait créé des destructions. Et il y avait une immigration interne très importante. On dit que les Bretons sont arrivés jusqu'à 1 million sur Paris. Ils s'en vantaient d'ailleurs, ils menaçaient d'ailleurs certains avec ça. Attention, nous sommes 1 million sur Paris. Les logements étaient vraiment très, très mauvais. On en trouve encore dans certains quartiers vraiment pourris, du côté de Belleville, un truc comme ça. Beaucoup de petits meublés, les gens étaient obligés de payer assez cher parce que c'était soi-disant meublé. Enfin, bon, il y avait un réchaud dans un coin, puis un vague plénard dans un autre. Il n'y avait pas de salle d'eau. On se lavait sur l'évier, ou une fois par semaine dans un grand baquet d'eau. Le pire, les WC, pour la plupart du temps, étaient communs. Dans les vieilles maisons de Paris, ils étaient à mi-étage. Dans la cage d'escalier, et à mi-étage, ils servaient à plusieurs étages en même temps. Oui, alors comme on était, donc on avait 2 pièces, alors comme on était beaucoup, je vous ai dit, on était 3 enfants, Victor et moi, ça faisait 5. Mon mari a fait des chalits, enfin des lits à étage pour les enfants. Pour ma mère, on avait un vieux lit cage, et elle couchait dans la chambre où étaient les enfants, et nous dans la chambre où on mangeait, enfin la pièce principale, si on pouvait dire. Alors là, on avait fait un lit armoire. Hein, c'était une armoire la journée. La nuit, on l'ouvrait, mais pour l'ouvrir, il fallait que tout ce qui était aux alentours, on le mette dans un coin. Et le coin, c'était la porte. C'est-à-dire que s'il y avait eu le feu la nuit, personne n'aurait pu sortir. Donc pour dire qu'il y avait un énorme besoin de logement et certains attendaient la solution et d'autres dont nous faisions partie étions plus pressés que ça. On a fait une opération de squattage, dis donc. On essaie. On voulait squatter l'hôtel du Pont à Montparnasse, dis donc. On était Et moi qui avais déjà fait l'apprentissage en Allemagne, déjà de toute cette histoire-là, j'avais grimpé dans les escaliers, et je me suis fait vider par une concierge, je ne connaissais pas ce monde-là, moi. Il est cassé ce machin-là. Qui m'a vidé dans les escaliers, qui m'a dit qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de vouloir ouvrir les portes de l'hôtel, moi là-haut. Elle vous en a pas parlé, André, d'absence? Non, elle nous a pas dit ça. Ah oui, mais moi je peux te le dire, moi j'étais moi. On trouvait anormal que toutes ces chambres-là restent vides alors qu'un tas de gens cherchent. C'est un petit peu le Alors, tu problème vois, de maintenant. on avait quand même beaucoup de rêves, comme à les se jeunes. loger, ouais. Les jeunes ont des rêves, c'est normal. Donc on a constaté assez rapidement que le squattage c'était une solution limitée et on a pensé autoconstruction. Pourquoi pas construire?
premier problème, une fois qu'on avait constitué notre coopérative, enfin, ça se faisait un peu en même temps, c'était le problème du terrain. Parce que sans terrain, on parle dans le vide. Hein. Et là aussi, bien sûr, le terrain exige de l'argent tout de suite. Et notre chance, c'est que l'ingénieur en chef de la mairie a dit au maire, on l'a su après, hein, parce qu'on avait quand même nos oreilles qui traînaient un peu, on avait des amis qui traînaient un peu partout. Il avait dit au maire, vous pouvez leur donner ce terrain, il est inconstructible. Ici, tout le monde est venu sans rien dans les mains, rien dans les poches. Dans les mains, si, on avait la pelle. Mais dans les poches, rien. Tu vois. Mais il y avait quand même du courage dans le cœur. Et donc, petit à petit, tout le monde s'est aggloméré et ça a formé un groupe de travail qui s'est dénommé ensuite de coopérative. On était des coopératives parce qu'on était quand même mus par un idéal, non seulement les besoins qui étaient communs, mais aussi un idéal. Et il fallait donc être là pour accomplir un nombre d'heures qui avait été fixé par le comité de départ, parce qu'on n'avait pas un sou. Donc on faisait, c'était du capital heure, travail, autrement dit. Il fallait travailler. Et donc il y avait quoi comme outil sur le chantier? L'outil, rien du tout, il fallait acheter des pelles et des pioches. Donc c'était à la Et pelle. c'est tout, la pelle et la pioche, oui, voilà. Et pour porter les choses, comment vous Elle est sur l'épaule, sur les épaules. voilà. Tout et... Est-ce que vous faisiez les parpaings alors Elle est après- pas... Mais on a parlé de tout ça. Ah oui. Ben alors tu me fais parler. Mais oui, bah c'est fait pour ça. Elle sait tout déjà. Bah oui, c'est normal, je me suis documentée. Mais parler évidemment, là après... Tu vas remettre ça avec Lucien Bénière demain. Voilà, mais moi c'est normal, mais les gens ils vont regarder. Et alors, le film, donc pour voir les matériaux, on les a fabriqués. Tout ce que tu vois ici, comme c'était là-bas, ta grand-mère, c'est pareil. Hein. Ça, il y en a fait des moules. Voilà, ils ont fait, enfin, c'est pas moi, mais enfin, ils ont fait des moules parce qu'il y avait quand même des menuisiers, enfin, il y avait quand même des gens qui connaissaient un peu le métier quand même. On a donc fait des moules. Parle bien, Paul. Et après, on a coulé des parpaings et tout ce qu'on appelait les mignonnettes. Là. Ça a été coulé, fabriqué par par vous. oui. En fait, au début, sur le chantier, il y avait pas de genre de professionnels, en fait, de gens qui étaient embauchés. C'est ça? Ils sont arrivés un peu plus tard? Oui, un peu après. Oui, les professionnels, Pourquoi? elles sont C'était- après, parce qu'on a préparé, les castors ont préparé le chantier, c'est-à-dire les gros terrassements, les premiers terrassements, les premiers, ce qu'on appelle les gros bétons. C'est-à-dire qu'au fond, on met des trous, on met du gros béton. Et c'est sans ferraille, sans rien. C'est facile à faire, ça ne demande pas. C'est après seulement, quand il a fallu ferrailler, coffrer, etc., que les professionnels sont venus. Pendant 2 bonnes années, les maris sont venus, tous les maris, puisqu'il fallait un certain groupe, on était 78 à l'époque. Donc il fallait que les maris qui travaillaient toute la semaine, souvent le samedi matin, viennent passer le reste de leur week-end pour travailler ce qu'on appelait ici le chantier. Et alors, il rentrait, il était 11h du soir. Hein. Et le lendemain matin, levé à 6h, alors il mangeait, pas un mot, il était vraiment rectifié, comme on dit. Il fallait. Il fallait le soutenir ou pas? Ou il était- Ah non, non, ou il se non. nous- Oh se non, tenait il tout y allait seul? de bon cœur quand même. Ouais. Non, tu y allais de bon cœur quand même. Et je me faisais la gamelle pour casser la croûte à midi après. Ah bah oui, je te faisais Sous la les gamelle. grands oui. arbres du parc là. Et puis le dimanche, le dimanche, on partait de bonne heure le matin, à pied avec les landaux, et on apportait la croûte, on mangeait tous ensemble le dimanche midi, parce que les maris n'avaient rien à manger sinon. Hein. Certains, il y en a qui étaient plus près, mais nous, on n'avait rien. Donc on mangeait et on repartait le soir avec les landaux. On repartait tous ensemble le soir. Beaucoup nous disent « Oh, c'était bien, mais bon, c'était bien, oui.
Moi, je dis c'est un palliatif aussi. Il faut surtout savoir ça. Que moi, je pense qu'un État, un gouvernement, n'a pas à dire « Oh, ben, les ouvriers, ils sont capables de travailler toute la semaine et puis en plus de construire leur maison. » Alors ça, non. Hein? Non, on n'a pas à dire on construit la maison en plus. Normalement, le travail de la semaine doit leur permettre de pouvoir se loger décemment. Donc c'était une solution d'urgence, quoi. C'était une solution d'urgence. Ah bah oui, voilà. C'était... Vous avez emménagé quand? On a emménagé, moi j'ai emménagé fin octobre, début novembre. Fin Ah octobre. oui, de 53. De 53. Voilà, 53. Et puis j'attendais donc les jumelles, des jumeaux, puisqu'à l'époque on ne savait pas que c'était des filles, hein. J'attendais des jumeaux. Donc Albert, le frère à papy, m'avait donné un gros poêle à bois, comme il était menuisier, et m'apportait toutes les chutes de bois. Donc nous on avait chaud et on avait un toit. On ne savait pas que l'hiver 54 serait rude comme il a été, parce que l'hiver a été horrible. C'est là qu'on a connu Emmaüs, qu'on a fait connaissance avec tous ces gens qui nous ont aidés pour nous donner du matériel qu'on n'avait pas à la maison, hein, qui nous ont prêté en attendant qu'on puisse s'organiser. Bon. Puis petit à petit, les autres ont suivi. Ça s'est enchaîné sur les années 54. Tout le monde a à peu près emménagé à peu près en même temps. Une fois que les escaliers ont été faits, tout le monde a emménagé. Oui, donc c'était quand ça que vous avez emménagé? Alors on a emménagé, nous, le 16 décembre 1953. Quand on est arrivé, la maison était même pas finie. On est rentré dans une maison pas finie. Il n'y avait pas l'électricité, rien. On s'était branché sur... il y avait au fond là-bas une vieille bicoque qui tenait de chantier un peu. Et ben les premiers temps pour Noël, c'était pour Noël, on s'est branché là-dessus. Alors il y en a d'autres qui sont arrivés, qui sont arrivés dedans aussi, dans leur maison pas finie. Ils couchaient sur la paille, enfin... Ça a été vraiment... ouais. Et alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est mon fils, quand il est rentré par la porte d'entrée. Là, alors, il est rentré par la porte d'entrée, il est allé jusqu'au bout, et il revient, puis il dit « Mais maman, c'est lequel notre appartement ?» Parce qu'il y avait les portes des chambres, et lui croyait, puisque quand on habitait, c'était comme ça. C'était un couloir et puis chaque porte il y avait une chambre, mais un appartement, quoi. Alors il a été étonné. Oh, on n'a pas tout ça quand même, disait-il.